pour les nazis, très clairement, le socialisme, le national-socialisme, c'est un leurre. Hein, c'est ce qu'on pourrait appeler plus familièrement un attrape-couillon, en fait. Hein, donc on crée en 1918-1919 en Allemagne toute une série de mouvements d'extrême droite qui s'intitulent Parti des travailleurs, Parti ouvrier, Parti socialiste national, Parti national-socialiste, etc., pour littéralement détourner les masses ouvrières tentées par la solution internationaliste communiste vers la solution nationaliste. On a peur, on a vraiment peur d'une révolution de type soviétique en Allemagne à cette époque, et on crée des espèces d'attrape électeurs, si vous voulez, par ces organisations-là. Mais il est évident dès le départ, sauf pour une petite aile sociale qui vivote et qui finira exclue, anathémisée, puis assassinée aussi, hein, lors de la nuit des longs couteaux, il est très clair au niveau de la hiérarchie nazie qu'il n'est pas question du tout de faire une politique de justice sociale de quelque manière que ce soit, ou d'émancipation. Il est évident que les élites traditionnelles vont rester en place parce qu'on a besoin d'elles, on a besoin du patronat, on a besoin de la banque, on a besoin de l'armée, on a besoin de la police, et on va ne toucher à rien. Idem dans le fascisme italien. Les accords du Latran avec le pape Pie XI, c'est pas un acte révolutionnaire ébouriffant, si vous voulez. Donc très clairement, du côté nazi comme du côté fasciste, on a affaire à des mouvements fondamentalement, alors au minimum conservateurs, et en réalité réactionnaires. Il s'agit de peut-être s'accommoder de l'entrée des masses en politique, puisque ça, on ne peut pas faire autrement, elles sont là, bon, mais en tout cas de recanaliser tout ça de manière un petit peu plus rationnelle et organisée pour éviter précisément l'ébranlement de l'ordre ancien et l'ébranlement des élites traditionnelles. L'Allemagne nazie était et est restée un État, une société capitaliste sous Hitler. Alors il a dû payer. Ça, t'insistes beaucoup, c'est-à-dire que Hitler, c'était pas le dictateur tout-puissant qui dominait les milieux capitalistes industriels, c'est beaucoup plus l'inverse. Oui, c'était l'inverse. Lui, oui. Dictait ce que devait faire Hitler. Oui. En fait. Il Plus était, ou moins, après, il y avait certaines divergences. Il a dû faire ce qu'on attendait de lui. Et ils l'ont fait. Et donc, en fait, ils ont profité de sa dictature, de sa guerre et de ses crimes. Il a payé. Et ils ont beaucoup profité. Alors, je donne des détails dans mon livre que je ne peux pas répéter ici, autrement on sera là trop longtemps. Ouais. Alors, tout cela, donc, ça veut dire que le fascisme était très avantageux du point de vue des élites. C'était à cause de cela, le fascisme restera jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'un de mes collègues au Canada, Radhika, elle s'appelle une historienne sociologue à l'université de Winnipeg, appelait la tentation permanente. Parce que le capitalisme est toujours en difficulté, est toujours la crise. Et le fascisme est une façon de résoudre la crise. Le grand exemple historique, c'est la façon dont le fascisme a trouvé une solution, une bonne solution du point de vue du capitaliste et de l'élite en général, à une grande crise, la grande crise économique et crise sociale, menace de révolution, tout ça, une grande crise, résolution, fascisme, formidable. Élimination des ennemis, et les bénéfices montent, formidable. Donc l'Italie, pourquoi elle devient fasciste? Pas parce qu'il y a les soviets. L'Italie, elle devient fasciste parce que il faut qu'elle paye sa dette privée, sa dette de guerre. Les créanciers internationaux exigent une structure politique qui garantisse le paiement de la dette. Et comment vous garantissez le paiement de la dette? En écrasant les salaires. Et comment vous garantissez l'écrasement des salaires? Par une solution politique adéquate, qui ne passe plus tellement par le consensus. Mais comment est-il possible de ne plus passer par le consensus? C'est ça la question. Eh bien, quand la classe ouvrière a subi une défaite terrible, et c'est le cas en Italie, l'après-guerre est caractérisée
dans tous les pays belligérants par une très grande radicalisation des populations, très grande, qui se caractérise en 1919-1920 par une vague de grève, étant donné la déperdition gigantesque du pouvoir d'achat à laquelle a donné lieu l'inflation de guerre. Il y a des grèves, mais les grèves, elles sont vaincues, définitivement vaincues, en 1920. Et c'est sur la base de cette défaite que peuvent s'installer les gouvernements à poigne.